J'ai été maman donc à 18 ans. Le papa avec qui j'ai eu cette petite fille était mon premier compagnon et il s'avère que c'était un compagnon violent. J'ai eu 2-3 fois où mon consentement n'a pas été respecté. J'ai subi des violences conjugales, j'ai quitté le domicile conjugal avec mes filles. J'ai été abusée sexuellement. J'ai subi des violences physiques et des violences morales de sa part. Pour moi, les violences conjugales, ça peut être à tout niveau, donc que ce soit émotionnel, psychologique, physique, que ce soit des paroles méchantes, que ce soit des actes un peu violents. Ça peut être à tout type de niveau. Si ça heurte la sensibilité de quelqu'un, c'est que c'est une violence. C'est déjà un travail, on va dire, un travail sur la victime que le bourreau fait. Quand on n'est pas respecté, que ce soit par des paroles, par des gestes, quand on est rabaissé, quand on se sent pas dans un cocon. Pour moi, les violences infantiles, c'est tout ce qui est violence envers les enfants. Donc que ce soit les parents envers leurs enfants ou des membres de la famille envers les enfants, même des personnes inconnues envers les enfants. Le consentement, pour moi, c'est quelque chose de très simple et de très clair, qui est sur l'accord de deux personnes ou de plusieurs personnes, sur que ce soit un sujet sexuel ou quoi que ce soit d'autre en fait. Mais voilà, le fait que tout le monde ait toutes les informations et soit d'accord pour toutes ces informations. C'est l'accord de quelqu'un, quoi, que d'être sûr que la personne soit OK par des questions ou par des gestes. J'ai été maman donc à 18 ans. Le papa avec qui j'ai eu cette petite fille était mon premier compagnon et il s'avère que c'était un compagnon violent. Vraiment très idyllique, il m'emmenait partout, des cadeaux à gogo. Et puis au bout d'1 an, on a commencé à rentrer dans une relation un peu trop privative, je dirais. J'avais 16 ans à l'époque, c'était mon premier copain. Donc voilà, je me suis mis en couple avec ce garçon au bout de quelques mois et au début tout était bien, tout était chouette. Au début ça se passait très très bien, il m'offrait des cadeaux, il était bienveillant, il me disait que j'étais belle. Quand on a 18 ans, on attend de belles choses de l'amour en fait, puisqu'on ne connaît pas réellement l'amour. J'ai eu 2-3 fois où mon consentement n'a pas été respecté. La notion du consentement a été vachement floue à l'époque pour moi. J'ai vécu avec mon père biologique et ma maman, des parents plutôt jeunes. Donc ma mère m'a eu à 19 ans. Elle est partie ensuite et elle m'a laissée chez mes grands-parents qui se sont occupés de moi pendant quelques années. J'ai subi des violences conjugales, j'ai quitté le domicile conjugal avec mes filles. Je suis partie en voyage avec mes parents il y a quelques années. J'ai eu comme cadeau un massage. J'étais dans un hôtel et il y avait du coup un service de massage, de soins, spa, etc. Et en fait, j'ai été abusée sexuellement par le masseur. Mon père a essayé de récupérer ma garde. Mes grands-parents ne savaient pas comment était mon père biologique à cette époque. J'ai subi des violences physiques et des violences morales de sa part. Du plus loin que je me souvienne, c'est tout simplement une banale histoire d'omelette aux pommes de terre qui, soi-disant, était pas cuite correctement. Et ça a pris un débordement énorme avec des insultes, que j'étais bonne à rien, que je savais même pas faire cuire une omelette aux pommes de terre. Puis petit à petit, dégradation, jusqu'au moment où je suis tombée enceinte. Je portais son enfant, donc je lui appartenais. Et donc à partir de là, c'est suivi donc violence verbale et puis physique en étant enceinte. Plusieurs fois, je me suis retrouvée à terre avec des coups de pied dans le ventre à 6 mois de grossesse. Si je voulais voir mes copines, tu m'abandonnes, tu prends pas soin de moi, donc un peu des pressions psychologiques. Et au bout donc de 1 an et quelques mois de relation, il m'a trompée. La personne a clairement abusé de moi et en fait je m'en suis pas rendu compte parce qu'on m'avait prévenu que le message pouvait s'avérer un peu dérangeant et on m'avait prévenu sur ça et en fait c'est pour ça que ça a duré très longtemps parce qu'en fait je ne savais pas quelle était la limite. C'était très souvent quand il était ivre.
Et quand il ne l'était pas, c'était beaucoup de cadeaux. Je pouvais demander tout ce que je voulais, je l'obtenais. Il faut savoir que mon ex-mari buvait. Et puis très rapidement, et donc il a de plus en plus bu, de toute façon. Il y a eu un cercle vicieux. Et très rapidement, ça a été des humiliations tout le temps. On n'était que des merdes. Moi et mes filles. C'était les mots qui ressortaient tout le temps. Donc il fallait que je fasse tout le temps attention à ne pas le provoquer, faire attention à ce que mes filles ne le provoquent pas non plus. Donc les repas le soir, c'était... J'essayais de faire en sorte qu'elle mange le plus rapidement possible pour qu'elle aille se coucher le plus rapidement possible. Puis ça s'est calmé à peu près vers la fin de la grossesse. Et puis quand ma fille est née, ça s'est reparti de plus belle en fait. C'était devenu de plus en plus violent. Il m'a fait passer ça sur le fait que c'était moi qui prenais pas assez soin de lui. En gros, que c'était à cause de moi tout ça. Donc de là, j'ai pardonné parce que évidemment, il m'a mis une pression et que je me suis dit, ok, ouais, c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être moi qui n'ai pas su bien lui montrer de l'amour, bien lui montrer que je l'aimais. Au début, c'était que des paroles rabaissantes et humiliantes, mais que des paroles. Et je me souviens que ce jour-là, il y avait eu un gros rush en fait, et c'est pour ça qu'en fait l'équipe de l'hôtel avait été du coup désolée pour moi. Parce que y avait eu un gros rush et les masseuses ne devaient pas être disponibles à mon avis. Et du coup, c'est pour ça que ce monsieur m'a pris en charge. Il y a eu ce garçon avec qui j'ai eu mon premier rapport à 17 ans et on a continué à se voir sur plusieurs années en fait. Et il y a eu plusieurs fois où même pour des nudes, tu vois, ou même une fois en soirée où tu dis non une fois, mais après il est venu insister, pas méchamment ni en étant menaçant physiquement, et c'est là du coup c'est un peu flou. Il me surveillait, j'avais pas le droit d'inviter des gens à la maison, même des membres de ma famille. Il regardait mes textos, il me demandait ce que je faisais la journée, ce que j'avais fait. Et puis des insultes verbales, et puis de la violence physique quand j'essayais de répondre à ces accusations. Ça lui arrivait par exemple de faire à manger, de s'endormir parce qu'il était trop bourré. Et du coup, le plat brûlait et je n'osais pas le réveiller parce que les moments où il dormait, pour moi, c'était un peu des moments de paix. Parce que c'est des moments où je m'en prenais pas plein la gueule. Quand je prenais la voiture pour rentrer du boulot et que j'arrivais à la maison, j'avais la boule au ventre pendant tout le trajet. Donc je vivais que avec la boule au ventre. Et je voulais que aller me coucher tout le temps pour oublier. Donc ça a duré 5 ans. Une fois, c'est arrivé qu'il me enferme dehors. Et je ne pouvais pas rentrer à la maison tant que j'avais pas mangé des graviers qui étaient dehors. Parce que à cause de moi, j'avais gâché le repas puisque j'avais laissé le four tourner et la nourriture cramer. Je devais envoyer des snaps quand je partais de chez moi avec l'heure, quand j'arrivais à l'école avec l'heure, pendant les pauses, à chaque fois l'heure sur mes snaps pour montrer bien que j'étais avec personne, tout ça. Et quelques mois après, j'ai rencontré un garçon. Petit peu par petit peu, on se coupe du monde aussi, parce qu'on est en colère que les gens n'interviennent pas, mais d'un autre côté, on se rend pas toujours compte que la vie n'est pas... on se rend pas compte de ce qu'on subit réellement, parce que c'est progressif, c'est insidieux. Et après, du coup, c'est plus facile de se couper du monde, de plus voir personne, surtout ne pas recevoir, parce que c'est la honte. Si jamais il boit trop, si jamais il a des paroles, si jamais... Voilà, donc pour pas avoir honte, on reçoit plus personne. En fait, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été d'appeler mes parents, ce qui a été un peu compliqué, parce qu'en fait, on était donc dans un autre pays et on devait forcément communiquer par WhatsApp. C'est hyper banal, mais en fait, on avait une conversation de groupe et ma plus grosse frayeur était de tomber sur mon père, en fait. J'avais peur que ce soit mon père qui décroche. Les week-ends, donc, je faisais serveuse dans un cabaret, pas loin. Là, pour lui, je partais le tromper, j'allais pas travailler. Et je me souviendrai toujours un jour où, à 3h du matin, on finit le service, donc on range tout. Et j'attends mon conjoint qui vient de me chercher, je l'appelle, il répond pas. Et puis 3h30, 4h du matin, j'ai un collègue qui me dit je vais te ramener, on est obligé parce qu'il répond pas, donc écoute, je te ramène chez toi. Et entre-temps, lui était parti venir me chercher, on a dû se croiser en voiture, et donc je suis arrivée à la maison, il était déjà parti pour venir me récupérer justement. Et donc, à son retour, ça a été une catastrophe, en fait. Pour lui, je ne devais pas me faire accompagner par un collègue. Et ce jour-là, il a réussi à m'envoyer à l'hôpital, quoi. Il y a une fois, on était en soirée dans les escaliers de la maison de mon meilleur ami. Et il voulait que je lui fasse plaisir à ce moment-là. Et
Peut-être tu cherches un peu toutes les excuses. Non, pas tout de suite, je vais passer un petit moment avec mes potes. Ouais, mais s'il te plaît, juste vite fait, ça prendra pas longtemps. Non, mais attends, je finis mon verre d'abord, au moins, laisse-moi 5 minutes. Allez, sois pas pénible, tu vois, vas-y. Et comme ça, je crois que pendant, je sais pas pendant combien de temps, mais j'ai essayé un peu toutes les excuses qui me venaient en tête pour pas le faire tout de suite. Et au final, j'ai fini par dire oui. Et plusieurs fois avec lui, j'ai fini par dire oui. Et c'est là que du coup, en fait, c'est à moi que j'en ai voulu pendant très longtemps d'avoir cédé, alors qu'en fait, il a un peu forcé, sans me mettre le couteau sous la gorge, mais il y a quand même eu du forcing de son côté. Donc j'étais toujours en couple avec mon premier copain, mais j'ai rencontré un garçon qui m'a fait comprendre que cette situation n'était pas correcte pour moi en tant que femme. Et donc moi j'ai commencé un peu à réaliser tout ça, mais toujours en restant avec mon copain, parce que moi dans le fond je l'aimais et que à l'époque j'avais 17 ans du coup, et c'était très compliqué pour moi de me détacher de mon premier copain, parce que moi j'ai toujours été une amoureuse de l'amour, donc pour moi, mon premier copain pouvait être l'amour de ma vie. Une autre fois aussi, il était tellement bourré qu'il s'est levé du canapé, il est allé dans la salle de bain. J'ai entendu un gros boum, il est tombé. Il retourne se coucher sur le canapé. J'ai vu du sang sur le canapé, j'ai rien osé dire, j'ai attendu qu'il se réveille. Quand il s'est réveillé et qu'il a vu qu'il s'était ouvert la tête du coup dans la salle de bain, c'était de ma faute. Il m'a frappé, il m'a cogné. Il m'a ramené dans la salle de bain et m'a pris la tête et me l'a cogné dans son sang. Je lui en ai parlé il y a un moment parce qu'il était revenu vers moi pour qu'on se revoie. Et en fait, il en avait pas conscience du tout, et je crois qu'il en a toujours pas conscience aujourd'hui. Où je lui ai dit, mais tu te rends compte que... Enfin, j'ai cédé, quoi, mais t'as été vachement insistant et vachement lourd à ces moments-là. Et en gros, il m'a dit, si c'est ce que tu veux entendre, je suis désolée. Non, c'est pas. Si c'est toi, t'es désolé, dis-moi que t'es désolé, mais pas parce que j'aimerais l'entendre, ça me ferait du bien. Mais c'est que si toi tu l'es, si t'en as pas conscience, ça t'empêche pas de reproduire le même schéma. Le temps d'un instant, que ce soit le personnel de l'hôtel ou que ce soit mes parents, très très rapidement, n'ont pas voulu remettre en cause ma parole, mais m'ont trop posé de questions pour que ça paraisse normal et ok, on t'a cru, voilà. Donc en fait, c'est mes parents qui ont géré ça. Moi, je suis restée dans ma chambre jusqu'au soir. J'ai pas bougé. Un 24 décembre, c'est facile à retenir. Première énorme dispute, et là, il m'a poussée fort. Je suis tombée, j'ai une dent qui s'est cassée. Et là, c'est le déclic. Donc j'ai pris mes filles. J'ai attendu qu'ils soient éloignés. Enfin, j'ai pris mes filles, on a pris le maximum de vêtements et on est parti chez mes parents. Il y a eu un autre gars que je connaissais pas, par contre. Et en fait, ce mec, à partir d'un certain moment de la soirée, alors je sais pas si c'est l'alcool ou pas, mais il s'est mis à me suivre. Et à un moment donné, je buvais encore à l'époque et je buvais pas mal. Donc je m'allonge sur le canapé. Je suis consciente, mais je peux pas bouger mon corps. Enfin, je suis tellement imbibée que je suis là sans vraiment être là. J'ai les yeux fermés pour me reposer, mais je suis pas endormie. Et d'un coup, je sens une main. Je sais pas pourquoi, j'étais allongée sur le côté dans ce canapé blanc. Et je sens une main qui commence à me faire des papouilles, là, comme ça, sur le côté du corps, qui remonte un peu jusqu'au sein, tu vois, qui fait comme ça, des allers-retours. Et moi, j'arrive pas à bouger. Et j'ai eu peur, oui. Il se promenait aussi avec un fusil dans la maison en disant je vais me suicider. Il nous faisait le chantage au suicide. Et donc est arrivée cette première scène de séquestration où en fait je suis arrivée chez lui un matin pour parler et que je devais aller à l'école après. Et en fait, je suis arrivée chez lui, la porte était fermée, les fenêtres étaient fermées, les volets des fenêtres étaient fermés. Les télécommandes étaient cachées et les piles des télécommandes étaient cachées dans d'autres tiroirs. Donc vraiment, aucun moyen de sortir de là. Vraiment, je me suis dit, ok, soit c'est la fin, soit je vais m'en sortir, mais dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Très rapidement, en fait, je suis allée voir une avocate pour déclencher la procédure de divorce et j'ai plus jamais voulu le voir et la procédure s'est mise en place toute seule. Donc en fait, je ne sais pas si c'est déjà arrivé auparavant, s'il y a déjà d'autres femmes qui ont été victimes de ça. C'est vraiment un moment après où je me suis dit... c'est pas normal et je suis même pas sûre que ce soit légal en fait ce qu'il ait fait, tu vois. Donc j'ai eu du mal à l'accepter aussi parce que ça te met automatiquement en position de victime et c'est pas un mot qui est forcément agréable. Mes filles comprenaient pas au début ce qui se passait avec la juge, donc elles voulaient quand même voir un petit peu leur papa. Mais du coup, j'avais tout le temps peur. Un jour, il s'en est pris à notre fille. Donc, je me suis interposée. À partir de ce jour-là, le fait qu'il s'en ait pris à notre fille, le déclic qui est arrivé. Et le lendemain, quand il est parti au travail, j'ai dit, il faut que je parte.
Il m'a plaqué contre le mur, ma tête elle a cogné, il m'a mis des coups partout. Après ça, évidemment, il est arrivé le moment où il s'est excusé, où il m'a dit qu'il était vraiment désolé. Il m'a apporté une poche de glace pour ma tête, parce que j'avais vraiment une grosse bosse quoi, à l'arrière. J'ai encore du mal à penser que c'était pas normal, parce que avant quand même, il me poussait, enfin voilà, quand il explosait dans ses paroles, il y avait des gestes il me poussait. Alors, j'avais pas de marque, j'avais pas de dents cassées, j'avais pas, ou dans le lit, il me faisait tomber du lit, il me donnait des grands coups de pied, je tombais du lit, que je dormais aussi du coup dans la chambre de ma fille, parce qu'après il me fermait la porte de la chambre. Et en fait, je dirais que la première chose qui m'est venue dans la tête, c'est de me dire, bah merde, il va perdre son travail. En fait. Et au final, après, je me suis... En fait, la seule chose qui a réussi à me raisonner, c'est de me dire qu'en fait, non, s'il perdait son travail, c'était pour éviter que ce soit une autre fille qui le subisse. Il a fallu que j'essaie de me reconstruire avec encore un bourreau qui, malgré ça, même si on était séparés physiquement, qui continuait à m'agresser, à m'insulter, à me menacer. 5-6 heures plus tard, je suis rentrée chez moi. Donc évidemment, après cet épisode, comme toute femme dans une relation toxique dégueulasse, on a eu des rapports sexuels qui forcément n'étaient pas les meilleurs, ni forcément les plus consentis, mais sur le moment, je me suis dit, si je couche avec lui, il me laissera partir en fait. Donc j'ai couché avec lui, effectivement il m'a laissé partir. Et puis j'avais peur tout le temps, enfin j'avais peur tout le temps, j'avais mal au ventre tout le temps, donc je vivais pas. Et du coup maintenant je m'en veux énormément de pas avoir eu le déclic avant, et je m'en voudrais je pense tout le temps, pour pas avoir pu protéger plus mes filles, parce que du coup elles ont vu trop de choses que j'aurais pas voulu qu'elles voient, même si elles me disent que non, enfin que j'ai quand même bien agi, je suis partie, c'est le principal, je les ai protégées, etc. Mais je m'en voudrais tout le temps de ne pas avoir eu le déclic avant. Et puis petit à petit, monsieur a joué sur le fait que lui, il avait des bons salaires, donc il demandait la garde de ma fille à temps plein, chose qu'il a réussi à faire. Sachant que ma fille, en plus, je savais qu'elle vivait pas bien heureuse chez lui, qu'elle vivait des violences à son tour. 1 mois après, j'ai décidé de partir totalement. Je suis rentrée chez moi. Je l'ai appelé parce que c'était très difficile de lui expliquer ça en face, que non, je ne voulais plus être avec lui parce qu'il m'aurait pas laissé partir. Je dirais que ça n'a pas eu d'impact parce que je l'ai tout de suite effacé, mais mon cerveau a dit ça n'a pas existé, ça n'existera pas. Et à tel point qu'en fait, c'est pour dire à quel point ça peut être choquant et peut-être trop banalisé pour certaines. C'est que quand je vois des statistiques sur Instagram, imaginons 7 femmes sur 10 se font agresser sexuellement, très souvent je me dis oh les pauvres, alors qu'en fait j'en fais clairement partie. On est allé une fois à la gendarmerie et ça s'est très très mal passé. Il les avait enfermées dehors, il voulait plus les voir, elles avaient été le voir un week-end et elles m'ont appelé en me disant qu'elles étaient enfermées dehors. Donc à l'époque je pense que la petite avait 9 ans et la plus grande 13. Et donc je suis allée les chercher bien sûr. Sur le retour on s'est arrêté à la gendarmerie. On est tombé sur une femme, gendarme, qui était très froide, qui posait des questions super froides, qui voulait surtout pas que moi je parle, pourquoi pas, elle ne voulait écouter que les filles, et qui leur a dit, vous inquiétez pas, je vais faire remonter, vous aurez tout de suite une réponse, et en fait elles n'ont jamais eu de réponse, jamais de retour, et longtemps elles m'ont dit, mais pourquoi il n'y a pas de retour, pourquoi on ne nous dit pas que c'était pas bien, que papa nous ait mis dehors, pourquoi, voilà. Et là a commencé un autre combat, c'est de récupérer la garde de ma fille pour pouvoir la sortir de là. J'ai eu la période qui était très compliquée où ma mère essayait de récupérer ma garde, donc il fallait que je passe chez une avocate et une psychologue pour raconter tout ce qu'il me faisait subir pour pouvoir partir de chez lui. Et là, ça a été un mur total face à la justice, qui ne m'écoutait pas malgré que je suis allée plusieurs fois aux urgences avec ma fille qui avait des bleus sur le corps quand je la récupérais pour mes week-ends, mes vacances, avec ce qu'elle me disait aussi. Donc j'avais tout raconté à une psychologue qui avait tout raconté à mon père. Donc le secret professionnel n'était pas vraiment là. J'étais désemparée en fait. Comment je vais faire pour sortir de ma fille de cet enfer-là ? Il a appris ça, j'étais chez la nourrice. Il est venu me récupérer en furie chez la nourrice. On est rentré à la maison. Il m'a jeté
des assiettes, des verres dans la figure, il m'a frappé, il m'a plaqué contre le mur, a sorti un cutter et me l'a mis sous la gorge en me menaçant de me tuer et de se tuer ensuite. J'avais eu les médecins entre-temps qui suivaient à chaque rapport ma fille et qui m'ont dit il faut vraiment la sortir de là. En gros, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je me mette hors la loi. Donc à partir de là, j'ai pris ma fille, je ne l'ai pas rendue après ses vacances. Et donc pendant 2 mois, je l'ai cachée, je me suis retrouvée en garde à vue. On m'a pris comme si j'étais une délinquante en fait. C'était moi la méchante alors que je protégeais ma fille. J'ai eu énormément d'harcèlement au début, donc les 3 premiers mois avant qu'il retrouve quelqu'un, j'ai été vraiment dans le harcèlement, donc des trentaines d'appels masqués par jour, des messages de faux comptes sur Instagram. Le plus gros déclic, ça a vraiment été quand, après cet épisode où j'ai été séquestrée chez lui, je suis sortie de chez lui, et en fait, je me suis dit, sous quelle voiture je vais sauter ? Qui est-ce qui va m'écraser pour que j'arrête de vivre cette oppression de sa part, toutes ces choses négatives que je pouvais plus supporter en fait. J'ai demandé à que le magistrat écoute ma fille. Et à 7 ans, elle a pu se faire entendre devant le magistrat en tête à tête. Et de là, le passage au tribunal, le jour J, le magistrat s'est levé, a regardé la JAF, il a dit non, c'est un scandale. Il y a un dossier qui est énorme, qui va à l'encontre de monsieur. Comment ça se fait que cette petite est encore avec lui ? Et de là, tout a changé. La décision a été de me rendre ma fille. Moi, dans mon histoire, à un moment, j'étais en rue avec des copines, justement, et il m'a retrouvée de par ma localisation. Il m'a mis un coup de tête. Donc, moi, le jour-là, j'ai été porter plainte parce que ça s'est fait en rue quand même et qu'on m'a vraiment poussée à le faire. Sinon, de moi-même, je ne l'aurais jamais fait. Et vraiment, cette plainte, elle a été classée sans suite. Pourtant, j'étais mineure. Il y avait plein de choses qui faisaient qu'il aurait pu être arrêté. Mais comme j'étais la seule qui avait porté plainte, ça n'a pas forcément fait avancer les choses. Maintenant, j'espère que par la suite, dans les 5 prochaines années, ça va évoluer en plus positif et qu'on prendra beaucoup plus au sérieux les paroles des femmes. Combien de plaintes sont passées sans suite ? Moi, il a eu qu'un rappel à la loi avec tout ce qu'il m'a fait, quoi. Un rappel à la loi. J'ai failli mourir une fois, quoi. Une fois, il m'a foutu sous la couette, il m'a étranglée avec sa ceinture. J'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Et en termes de preuves, j'avais quand même des coups. Donc mon témoignage est celui de ma mère qui a vécu exactement la même chose avec lui, donc... ce qui faisait qu'il y avait 2 personnes qui savaient comment il était. Et puis après, mes grands-parents aussi, qui savaient très bien ce qui se passait. Donc, je pense pas que c'était un manque de preuves, mais je pense plus que c'est une époque où la justice prenait ce sujet trop à la légère. Aujourd'hui, tu penses que c'est différent ? Je pense pas que ce soit différent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le... Oui, mais... l'enfant dit n'importe quoi parce qu'il y a un conflit entre les parents et que c'est un des parents qui monte la tête de l'enfant pour qu'il mente sur le fait que sa maman ou son papa le frappe. Et au final, du coup, ils prennent pas ça assez au sérieux. La justice, on sait que ça peut être assez long. Et puis, c'est un budget aussi en termes d'avocats et tout ça, c'est des frais. Et après, si tu vas dans une gendarmerie, tu as toujours un peu peur, mais même quand on parle à des proches, tu as toujours un peu peur de la réaction des gens en face qui disent ouais, mais comment t'étais habillée ? Et puis t'as fait quoi ? Et puis comment t'as réagi avec lui ? Est-ce que tu lui as souri ? Est-ce que t'as dit telle chose ? Tu vois ? C'est un peu ça dont t'as peur. C'est déjà, je pense que les nanas qui vont porter plainte, elles ont déjà du courage d'aller le raconter parce qu'il y a des questions intimes, des policiers qui sont obligés de le faire pour le rapport. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé exactement et tout ça ? Donc ça demande déjà du courage d'affronter ces questions-là. Si en plus, face à toi, t'as quelqu'un qui va un peu remettre en question les faits et ta responsabilité dans le truc, ça peut être un motif d'abandon, oui, très rapidement, je pense. Quand j'ai commencé à exercer le métier d'avocate, je ne savais pas que j'allais pouvoir le relier à mes convictions féministes. J'ai déjà entendu des propos sur tout ce qui est question de harcèlement, que ce soit sexuel ou simplement moral, d'avocats habitués à défendre les entreprises me disant mais de toute façon, c'est des gros ouin-ouin. Et aussi, ils leur prêtent des intentions
intéressés financièrement, comme si un procès allait être le moyen de s'enrichir, alors qu'évidemment ces personnes, moi pour les avoir dans mon cabinet, ces victimes, c'est pas du tout ce qu'elles recherchent, c'est pas du tout une question d'argent. De toute façon, ça va pas chercher très loin les indemnités prud'homales aujourd'hui. C'est vraiment plutôt une réparation morale, que la justice française reconnaisse qu'elles ont vécu et que voilà, elles aient l'idée que la société à l'avenir va essayer de se remettre en question sur ces sujets. On met toujours en doute la parole encore des femmes qui sont violées, battues, voilà. Et il faut toujours se battre encore plus pour prouver qu'on nous a fait quelque chose. Et du coup, c'est une double peine. En fait, on est doublement victime. On est victime une première fois de viol ou d'attouchement ou de coups ou de paroles. Et on est victime de la société qui ne nous croit pas. Il faut toujours en rajouter, enfin pas en rajouter, mais toujours faire plus pour qu'on nous croie. Donc je pense qu'on stagne, en fait, parce que le système judiciaire, parce que la société. Ce qui me fait mal aussi, c'est quand des femmes ne nous croient pas. Le problème, c'est que la justice met tellement de temps à gérer ce genre de truc qu'en fait le dossier il reste des années, enfin des mois voire des années sur le dos, et du coup t'entends parler à rabâche, t'es obligé d'expliquer ton histoire, pour peu que ce soit ultra douloureux, c'est vraiment des mauvais souvenirs que t'es obligé de te ressasser sans cesse, et donc en fait c'est horrible, mais je peux comprendre quelqu'un qui ne porterait pas plainte en fait, parce que c'est trop dur. Peut-être même que voilà, t'as certaines femmes qui en fait par tellement appréhension qu'on les croit pas, qu'en fait ça crée un traumatisme de plus. Celle à qui, pour peu que, tu vois, un mois c'est pas long, bah peut-être que pour elle c'est déjà trop long. Et ce serait normal de savoir que, tu vois, en un mois c'est déjà trop long. Mais le truc c'est que du coup, en fait, si tu rajoutes ça par-dessus tout, bah tu te dis, mais putain, genre déjà les pauvres, ben tu leur rajoutes un truc en plus par la gueule, quoi. L'accompagnement que t'as aussi sur ce genre d'événement, du coup a une grosse influence sur la façon dont tu le vis aussi. En France, on a évolué depuis les années 50. Il y a des droits qui ont été acquis, des lois qui sont passées, etc. Bon. Et puis ça, on va dire, c'est l'égalité de papier, et puis on a l'égalité réelle. Moi, je pense qu'en égalité réelle, on n'est pas encore dans la bascule, quoi. Voilà, on est encore loin. On est encore loin de l'égalité réelle en droit entre les hommes et les femmes. Sur la question des violences sexistes et sexuelles, les chiffres ont quand même du mal à baisser parce que le droit n'est pas appliqué, et puis le droit n'est peut-être pas toujours parfait d'ailleurs aussi. Il y aura peut-être des choses à se reposer sur la manière dont fonctionne le droit en France. On a 80% des plaintes sur des situations de violences sexistes et sexuelles qui sont classées sans suite dans notre pays, ce qui n'est pas rien. Donc on dit aux femmes, allez déposer plainte, mais derrière, 80% sont classés sans suite. Chez Maud Beckers, pour ne pas la citer, qui est vraiment une référence en la matière, on avait un dossier particulièrement étayé en termes de faits, en termes de preuves. Une femme qui travaillait à la RATP et qui avait subi des faits de harcèlement moral et sexuel très graves. En plus, on avait un rapport de l'inspection du travail qui était très étayé, qu'on produisait. On avait aussi le défenseur des droits qui s'était constitué partie civile dans le dossier. Et l'association contre les violences faites aux femmes au travail, la VFT, qui est une excellente association. Bon, c'est pour vous dire que vraiment, pour moi, ce dossier était imperdable. Et puis en fait, au prud'homme, on est tombé face à une formation collégiale à qui ça ne parlait pas du tout, ces sujets-là. C'était pas du tout la même qualité d'écoute. Et on s'est fait débouter de tout. Ce qui était pour moi inenvisageable. Et dans ce cas-là, évidemment, on est obligé d'aller en appel, mais ça rajoute de l'énergie pour la victime, ça rajoute du temps, de l'argent, c'est comme ça qu'on arrive à des années de procédure. Il y a quand même encore tellement d'obstacles dans la démarche et dans la procédure que on a aussi encore beaucoup de victimes qui, par exemple, ne déposent tout simplement pas plainte. Il ne faut pas abandonner. Pour nous, en tant que femmes, pour nos filles, pour nos petites filles, pour toutes les femmes à venir, faut pas abandonner parce qu'il n'y a rien qui justifie dans l'humanité
que des êtres humains s'arrogent le droit d'exploiter d'autres êtres humains. C'est valable pour les rapports de genre, c'est valable pour le racisme, c'est valable pour le validisme, c'est valable pour les LGBTQI-phobies, c'est valable pour tous les rapports de force et de domination qui existent aujourd'hui dans notre société. Le rapport de classe aussi, évidemment, les riches sur les pauvres. Et tout ça, ça se renforce et ça se cumule. Et il n'y a rien qui justifie ça. On est tous des êtres humains sur cette planète, en fait. Et il n'y a rien qui ne devrait justifier que certains bénéficient en exploitant les autres. On entend très souvent dire « mais pourquoi ces femmes ne sont pas parties plus tôt ? Pourquoi ?» Parce qu'on ne se rend pas compte, parce que c'est un engrenage. Ça ne commence pas le premier jour avec une gifle, en fait. Ça ne commence pas le premier jour avec « t'es qu'une merde ». C'est progressif. Et comme petit peu par petit peu, il y a une emprise par ces mots, ces paroles violentes, humiliantes, on est complètement rabaissé et c'est un embrigadement en fait. Et on est dans une espèce de prison sans se rendre compte de ce qui nous arrive réellement. Et au début, on ne se dit pas qu'il faut partir parce qu'on se dit, mais on est une famille, c'est comme ça, on ne peut pas partir. On ne sait pas qu'on doit partir. C'est pas cette histoire-là qui me définit. Je me suis rendu compte que tout ce que j'étais quand j'étais au lycée ou à la fac, je l'avais tout refoulé, ma vraie personnalité. Et je me dis, maintenant, voilà, elle a pu revenir, ma vraie personnalité revient et je veux être elle. Je veux pas qu'on me définisse par rapport à ce qui s'est passé avant. Il y a une chose que j'ai mis de côté pour pouvoir sauver ma fille. C'est moi, ma personne en tant que victime. Désolée. Je me suis mis de côté pour pouvoir me concentrer sur le sauvetage de ma fille. Donc j'ai laissé de côté tout ce que j'aurais pu faire pour moi, porter plainte pour violence, pour viol, pour tout ce qui m'a fait subir. J'aimerais être considérée comme victime au niveau de la justice française, puisque j'ai des séquelles de tout ça. Même en couple, avec mon couple aujourd'hui, il reste quelques petites séquelles. J'ai quand même gardé des séquelles. Par exemple, les nuits, si je ne dors pas chez moi, je hurle parce que je fais des cauchemars. J'ai peur qu'ils reviennent, j'ai peur qu'ils me retrouvent. À chaque coin de rue, si je vois quelqu'un qui lui ressemble un petit peu, j'ai peur. Je me sens chanceuse, vraiment, d'avoir pu quitter ce truc qui était vachement négatif, d'avoir pu avoir la force, tout simplement, de quitter, parce que je sais qu'il y a des gens à qui ça prend énormément plus de temps. Après, j'étais jeune, donc je pense que ça m'a aidé aussi à moins me retrouver là-dedans. J'avais pas d'enfant avec lui, j'avais pas de maison avec lui, donc j'avais pas toutes ces choses qui me reliaient à lui dans le sens obligation. Je pense qu'il faut partir la première fois où un comportement est anormal, c'est-à-dire quand il n'y a plus de respect. Je pense que dans tout couple, il faut se respecter par la parole, par les gestes, par la bienveillance, par la liberté qu'on peut laisser à l'autre personne d'avoir des amis, d'avoir une vie associative. Et à partir du moment où il n'y a plus ce respect, on rentre dans quelque chose qui n'est pas normal et qui ne nous rendra pas heureux de toute façon, ni l'un ni l'autre. Donc, une parole désobligeante sur une omelette aux pommes de terre qui n'est pas bien cuite, c'est pas normal en fait. Qu'on dise j'aime pas bien quand elle est trop cuite ou quand elle est baveuse, il n'y a pas de souci. Mais qu'on se fasse rabaisser et injurier parce qu'elle n'est pas cuite ou mal cuite, c'est pas normal. Donc ça, c'est le moment où il faut partir. Je pense que notre génération, pas notre société, notre génération à nous, va évoluer plus vers le bien. Ou au moins sera plus ouverte sur ces sujets-là, comme sur les sujets de la santé mentale ou de la sexualité ou de l'orientation du genre et tout ça. On sera plus ouvert là-dessus. Après, les générations d'au-dessus, je sais que c'est un peu compliqué. Et pour moi, c'est plus du cas par cas et de l'éducation qu'ils ont reçue. Je sais que ma mère va être super ouverte et super compréhensive. Mais j'ai des oncles qui le seront un peu moins. Mes grands-parents, c'est une génération qui est plus fermée, mais tu reprends les anciennes interviews de 1900 et quelques, pareil, c'était normal de mettre des gifles à sa femme, ou tu vois, il y avait vraiment...
autre chose. J'ai vraiment vu, depuis que je suis ado, les choses changer quand même dans la mentalité. Et je vois que les jeunes aujourd'hui, la nouvelle génération est tellement plus sensibilisée à ces questions. Alors peut-être que je suis un peu biaisée par le fait de vivre à Paris, mais je vois bien aussi que non, ça se limite pas à la capitale ou aux grandes villes. Il y a vraiment un mouvement de prise de conscience, de déconstruction chez les jeunes. Ils aspirent à une plus grande égalité. Ça devient quelque chose de désirable, aussi bien pour les femmes que les garçons, les hommes qui voient aussi leur intérêt, parce qu'une société plus égalitaire, c'est une société où tout le monde a y gagner. Et je pense qu'avec du temps, ces idées feront leur chemin, vont être de plus en plus populaires et généralisées. Et ouais, j'ai plutôt bon espoir. Ce sera la nouvelle génération d'en faire aussi son combat, je pense. J'ai de l'espoir parce que c'est ce que je demande, qu'il y ait de l'espoir. Donc il faut quand même garder espoir et il faut quand même essayer de faire changer les choses. Ce qui est bien dans les temps d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'associations pour ça. Avant, il y avait beaucoup moins de moyens par rapport à ça. Il ne faut pas baisser les bras. L'administratif, c'est compliqué, c'est long, c'est pénible. Mais on s'en sort, à un moment donné on s'en sort et la vie elle continue et il y a des super choses qui peuvent nous arriver. Et en espérant que notre jeunesse aussi se rende compte de la gravité des choses et que ce soit pas banalisé. C'est difficile, mais c'est pas impossible. On va tout faire pour essayer d'arrêter ça, tout ensemble, et enfin tous ensemble. Le jour où tu estimeras que c'est trop, je serai là pour toi, pour te soutenir et je serai là pour t'aider à partir de là. Nos enfants, avec beaucoup d'amour, ils vont digérer tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont écouté, tout ce qu'ils ont subi peut-être aussi. Et s'ils sont bien entourés, bien encadrés, ils vont encaisser tout ça et ils vont être encore plus forts. Et peut-être que c'est eux qui permettront de faire une plus jolie société après, en étant plus compréhensifs dans le futur. L'histoire n'est pas obligée de se répéter encore une fois. Je viens pour soutenir Nous Toutes, du coup un collectif qui est là contre les violences faites aux femmes et les violences pour les féminicides, toutes ces questions-là. C'est un système patriarcal contre lequel il faut lutter. Il y a des mesures politiques qui se mettent en place par le biais de législation et il faut qu'on combatte tous ensemble parce que ces solutions doivent être et politiques et juridiques. Je pense qu'on a beaucoup de moyens de discuter, d'outils de discussion aujourd'hui et qu'il faut absolument les utiliser pour à la fois essayer de comprendre le problème ensemble et puis que tout le monde se sente concerné par ces choses-là. Il y a des solutions sauf qu'on ne met pas les moyens. Voilà. C'est juste une question de moyens. Il y a l'omerta toujours. Il y a des gens trop protégés.